Mesdames et messieurs, bonjour. ENSUP Afrique. Au début, c'était en 2012, moins de 100 étudiants, répartis en 4 filières. Aujourd'hui, on est en 2018, c'est plus de 7000 étudiants répartis dans 14 filières. Et à la tête de cette immense entreprise, de cette institution, un seul monsieur, le directeur Ibrahim Amang, qui a le plaisir de nous accueillir aujourd'hui dans son bureau. Directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Assana. Okay. Directeur, aujourd'hui on va parler de l'établissement ENSUP Afrique, un établissement qui est passé de moins de 100 étudiants répartis en 4 filières. Et aujourd'hui on en est à plus de 7000. Qu'est-ce qui explique cette croissance-là? D'abord, permettez-moi Assana d'abord de vous féliciter et de vous remercier, de remercier ENSUP Multimédia qui a cette initiative. ENSUP Multimédia, beaucoup pensent que c'est l'initiative de l'administration. En réalité, ce n'est pas l'initiative de l'administration, c'est l'initiative d'étudiants comme vous, d'anciens étudiants en tout cas, comme vous, qui avaient décidé de créer un studio, de créer des émissions et de mener des activités. Et je pense que ENSUP Multimédia a valu à ENSUP beaucoup de satisfaction et a eu à renforcer la formation de beaucoup de journalistes aujourd'hui qui ont pignon sur rue, font partie des meilleurs journalistes de la place, n'est-ce pas, dans les meilleurs organes. Vous avez joué un rôle considérable, fondamental dans la formation, en tout cas le complément de formation de nos étudiants, parce que la formation c'est ça aussi. La formation c'est pas seulement, j'ai l'habitude de le dire, dans les amphis, dans les salles de classe. La formation c'est aussi la pratique. C'est la pratique de l'entreprise, c'est l'initiative. Très tôt, on a compris qu'il fallait que les étudiants participent à leur formation. Il fallait que les étudiants sortent des amphis. Il fallait que les étudiants soient entrepreneurs. Il fallait que les étudiants optent pour l'excellence et le leadership. Aujourd'hui, c'est ça qui est en train de payer. C'est ça qui est à l'origine de ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vous suis comme tous les autres internautes, de très loin, avec beaucoup de satisfaction, et vous avez tous mes encouragements. Merci. Vous, ENSUP Multimédia, et mes remerciements. Oui, à la tête de ENSUP, comme vous m'avez présenté, mais ENSUP, c'est vrai que je suis la partie visible de l'iceberg, mais ENSUP c'est d'abord un comité de gestion composé des membres associés, n'est-ce pas, qui sont pas visibles, qui jouent aussi un rôle fondamental, ne serait-ce qu'en croyant au projet dès le départ. Donc dès le départ, il y avait des bailleurs, des personnes assez influentes, haut placées au niveau de l'administration publique et privée, qui avaient cru au projet. Et le projet n'est pas parti de rien du tout, parce que moi j'avais beaucoup d'expérience en tant que directeur déjà d'une grande institution. À l'époque c'était une grande institution. J'avais aussi beaucoup d'expérience en tant qu'enseignant, professeur dans les grandes institutions. Donc c'est tout cela réuni qui a créé ENSUP, qui est à l'origine de ENSUP. Donc nous avions beaucoup d'expérience au départ, et c'est cette expérience-là qui nous a permis effectivement de partir de ces 100 étudiants dont vous parlez jusqu'à plus de 7000 avec l'aide de Dieu, bien sûr. 100 jusqu'à 7000, 6 années consécutives où la croissance s'effectue. Beaucoup se seraient arrêtés en cours de chemin. C'est quoi la motivation? C'est quoi le secret de ENSUP Afrique, si on peut oser poser cette question? Oui, ENSUP Afrique est venu pour colmater des brèches, n'est-ce pas, pour remplir un vide et pour corriger des dysfonctionnements dans le système éducatif. Je viens de le dire, le système éducatif, surtout l'enseignement supérieur, était défaillant. Défaillant parce qu'il y avait une rupture très grande entre le contenu des formations, même dans les écoles privées, les écoles privées d'enseignement supérieur, les EPS, n'est-ce pas, et le marché du travail. Donc il y avait un hiatus, il y avait un gap énorme. La formation ne mettait pas l'accent sur l'étudiant, mettait l'accent sur la qualité du professeur, certainement un tout petit peu sur le cours, mais ne mettait pas l'étudiant au centre de ses préoccupations, au centre de son projet professionnel. Donc très tôt, on a su adapter le programme aux besoins du monde de l'entreprise. On a aussi très tôt identifié le vrai profil de l'enseignant du supérieur, parce que l'enseignant du supérieur est différent de l'enseignant de l'école primaire, encore moins du secondaire. L'enseignant du supérieur, c'est comme un grand frère qui est là pour comprendre l'étudiant, pour le pousser à sortir le meilleur de lui-même.
Donc l'étudiant, le meilleur étudiant, ce n'est pas celui qui est dans les salles de classe en train d'assimiler, n'est-ce pas, tel quel les cours. Non, l'étudiant du supérieur, c'est un étudiant qui est en quête perpétuelle de connaissances, qui est en train de construire son monde professionnel, qui participe à la construction de son savoir. Participer à la construction de son savoir, c'est quoi? C'est d'abord être dehors tout le temps, être en contact avec le monde de l'entreprise, faire beaucoup de recherches, développer des actions, avoir un projet, etc. C'est ça, en fait, l'étudiant. L'étudiant, ce n'est pas comme l'élève qui est en classe de primaire ou en classe de secondaire. Donc, tout le concept qu'on a créé au début met l'accent au cœur de sa formation. Les enseignants qui ont été recrutés, le programme qui a été mis en place, tout cela concourt à faire de l'étudiant, disons, le moteur de sa formation. Dès la première année, dès les 3 premiers mois, on met le focus sur des programmes, sur des modules qui, disons, responsabilisent l'étudiant. À travers le développement personnel. À travers le développement personnel, les actions de terrain encadrées, des modules sur le discours, des soutenances. Et les étudiants, quand ils portent la touche après 3 mois de formation, eux-mêmes, ils sont impressionnés parce qu'ils s'attendaient à porter cette touche après 5 ans de formation. Voilà, moi, j'ai recevais avant des étudiants qui avaient le master, qui n'avaient jamais mis le pied au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est inconcevable. On ne peut pas avoir un système qui empêche, en tout cas qui ne donne pas les possibilités à l'étudiant d'aller chercher du travail, d'aller chercher des stages, etc. Donc j'étais surpris de voir des étudiants en master qui n'avaient jamais mis le pied en entreprise. Or, chez nous, au niveau des NSUP, dès les premiers mois, on responsabilise l'étudiant. On le pousse à aller chercher des stages, on le pousse à être au contact de l'entreprise, on le pousse à produire le savoir par lui-même. Et ça nous a donné beaucoup de résultats, surtout au niveau du leadership que nous sommes en train de promouvoir. Parce que dès les premières années, on a eu un taux d'insertion professionnelle très très élevé. Aujourd'hui, nous avons même quelques soucis à remplir nos classes de master. Pourquoi? Parce que après la licence, déjà, les étudiants sont opérationnels et travaillent. Ils ne trouvent plus intérêt à revenir tellement ils sont occupés sur le plan professionnel. Donc nos étudiants à 85% travaillent déjà avant la licence. Et même par rapport au programme, on a tout fait pour que la licence soit une année charnière entre le monde professionnel et la formation. C'est pourquoi tous les cours sont ramenés au soir pour libérer la journée, pour que de 2 choses l'une, soit l'étudiant n'a pas encore du travail, il doit chercher du travail de stage, soit il en a et vraiment on l'aide à allier les deux, le travail et la formation. Donc c'est des préoccupations qui tournent autour de l'insertion professionnelle de l'étudiant, qui tournent autour de la valorisation de l'étudiant, qui tournent autour de la responsabilisation de l'étudiant. C'est ça, en fait, le nouveau paradigme. C'est ça aussi la nouvelle formation. Parce que aller dans les plus grandes universités ailleurs dans le monde, les étudiants voient le professeur principal au début de l'année qui est là en face. Mais ils ne le verront devant eux qu'à la fin de l'année. Tout le reste du cours sont les étudiants eux-mêmes qui présentent des cas pratiques, etc. Et c'est ça la formation. Au niveau du contenu aussi, c'est vrai, il y a des matières technico-techniques, ça c'est très important. Et il y a d'autres modules qui mettent l'accent sur le savoir-être, le savoir-devenir, qui poussent l'étudiant à opter pour l'excellence, opter pour le leadership, à faire comme ce que vous êtes en train de faire, à créer, à innover, à participer au développement et surtout au développement social. Parce que la formation, ce n'est pas seulement pour permettre à l'étudiant de s'insérer professionnellement, mais c'est aussi pour permettre à l'étudiant d'être utile socialement. Je pense que ça, c'est une dimension de la formation que les écoles occultent. C'est très important. Les étudiants que nous formons participent aussi au développement de leur localité, au développement du pays, donc sont responsabilisés par rapport à tout cela. Autre chose encore, dans le cursus de formation, on a privilégié durant la formation la création de clubs, n'est-ce pas, d'amicales et la participation à des compétitions pour effectivement développer des aptitudes qui sont essentielles dans le monde du travail, comme le fait de savoir parler en public,
etc. C'est ça qui est à l'origine de... Oui, c'est vrai. Mais par rapport à cela, quand vous dites que vous formez vos étudiants pour qu'ils soient utiles à la société en tant que telle, on a vu que depuis la création de l'établissement, chaque année, l'école participe au concours Enactus. Et en 2015, ils ont eu le plaisir de le remporter et de présenter le Sénégal et l'Afrique même à la compétition mondiale. Maintenant, comment est-ce que cela peut se faire? Est-ce que cela ne peut pas gâter une part de l'étude? Ou bien est-ce une chance pour l'étudiant en tant que tel de découvrir le monde, de découvrir autre chose que les bancs? C'est une grande chance, c'est une très très grande chance. Vous avez par exemple, pour parler de Enactus, je viens de recevoir une étudiante qui travaille ici d'ailleurs. Elle a représenté, c'est comment s'appelle, les anciens de Enactus. Elle a été cooptée pour être l'un des membres du jury, en tout cas au niveau de Californie, Enactus Californie, et ils ont été contactés par l'ONU pour être les ambassadeurs de l'ONU. Est-ce une mauvaise chose que d'avoir ces opportunités de carrière à l'international? C'est une fierté qu'autre chose. C'est une fierté. Et tout cela vient de ces compétitions-là qu'on a remportées, auxquelles on a participé. C'est très important parce que non seulement ça développe l'ouverture, c'est très important aujourd'hui dans le monde moderne d'être très très ouvert sur l'international. C'est très important de développer ces aptitudes de compétition, d'excellence, etc. Donc ces compétitions sont très formatrices. Moi, il m'est arrivé d'avoir un candidat au niveau de ENSUP à ces compétitions. Au début, c'était inimaginable. Pour faire une phrase correcte, comme vous pouvez le constater au niveau des élèves qui nous viennent du lycée, pour faire une phrase correcte en français, c'était très difficile. Quand j'ai ramené l'audio à la maison, mes enfants riaient de la diction, de la syntaxe, etc. Un an après, celui-ci fait partie des plus grands leaders. Il parle très très bien. Voilà, il a une belle diction, il a une belle syntaxe, il maîtrise le public, etc. Il est devenu un leader charismatique. Et ça, ces savoir-faire là, c'est dans ces moments, dans ces mouvements, dans ces associations-là qu'on les acquiert. Ce n'est pas seulement en recevant de façon passive, de façon placide, de façon, disons, inactive. Ces cours que nous pouvons développer ces compétences. Vous-même, vous en êtes la preuve. Dès la première année, n'est-ce pas, vous avez participé, disons, à toutes les actions importantes de ENSUP. Je me rappelle, c'est vous qui avez initié le Ndogu, n'est-ce pas, avec les étudiants, c'est des actions sociales, n'est-ce pas, et d'autres encore, les consultations gratuites, etc. Et vous faites partie aussi de ceux qui ont initié ENSUP Multimédia. Est-ce que cela vous a empêché d'être performant ou aujourd'hui vous êtes bien placé? Je vous suis d'être très, très, très près, comme d'autres encore. Ceux qui étaient avec vous dans ces mouvements, ils sont où aujourd'hui? Ils sont bien placés. Je peux les citer tous. Vous étiez avec Lamp, il est à la 2S. Vous étiez avec Johan Foxey. Aujourd'hui, c'est un directeur, n'est-ce pas, d'une grande institution, n'est-ce pas? Ils n'ont pas encore terminé leur licence. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Ils sont tous devenus des cadres. Et quand je vous ai vu à l'œuvre, j'ai dit, mais ces gens-là, ils vont réussir. Parce que c'est ça, la bonne démarche. J'ai dit aussi à quelqu'un d'autre. Il était aussi dans les œuvres sociales. Il avait initié ça. Et avant sa première année, il est venu me dire qu'il travaille maintenant à la Sonatel. J'ai dit, moi, je savais que vous allez devenir quelqu'un. Donc, toutes ces personnes, tous ces étudiants qui s'activent dans ces associations-là, avant la fin de leur formation, non seulement on peut trouver rapidement du travail, mais excellent dans ce qu'ils font. Non seulement excellent, mais ils deviennent même des leaders dans ce qu'ils font. Parce que la formation aussi doit permettre à l'étudiant de développer tout son leadership, permettre d'avoir une vision. Parce que l'entreprise, c'est d'abord et avant tout une vision. Donc, on est très fiers de ces étudiants. Et je ne pense pas que ces outils-là soient en contradiction avec le monde professionnel et la bonne formation. Tout à l'heure, je parlais de l'expansion d'ENSUP Afrique. Oui. Et en parlant de cette expansion, je pense on est parti de à peu près deux bâtiments. Oui. Maintenant, on est à 5 et ce siège somptueux qui se trouve au niveau de la VDN. Oui. Et en plus, on occulte quelquefois ce lieu, mais c'est pour moi l'un des lieux les plus importants, le centre d'incubation. Oui, c'est ça.
Une idée de génie, je peux dire. Oui, c'est très important et tout ça participe un peu à la vision de NSUP et surtout au concept de NSUP. On est parti effectivement d'un bâtiment qui ne payait pas de mine d'ailleurs, qui avait, disons, qui était conçu pour être une maison, un habitat, voilà, très étroit, très exigu, avec moins de 100 étudiants, mais sur lesquels on a beaucoup investi, n'est-ce pas? Et on a montré aux autres que voici le chemin. Et on a donné une bonne formation, une excellente formation à ces jeunes-là qui ont réussi très tôt et qui ont amené d'autres et ça a fait tâche. Aujourd'hui, effectivement, on est à cette campus dont le siège qui est là, qui est, disons, le patrimoine exclusif de NSUP qui a été construit selon les normes, l'architecture, le design d'une école de formation digne de ce nom. C'est un patrimoine de NSUP qui appartient à NSUP et ça fait partie aussi des secrets. Les secrets, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étudiant est au centre de sa formation et on réinvestit tout sur la qualité, sur l'image sociale de l'étudiant et sur la bonne formation de l'étudiant. Donc tout est réinvesti, c'est un cycle de réinvestissement sur l'étudiant. Donc l'étudiant, au départ, au milieu et à la fin, et quand je dis la fin, c'est des années après sa formation, il va toujours bénéficier du nom des investissements de NSUP. C'est ça un peu le secret. Nous ne sommes pas à la recherche de ressources, de gains au profit de qui que ce soit. Sinon, on est à la recherche, à la quête permanente de l'excellence de l'étudiant. Donc tout ce qu'on fait, tout ce sur quoi on investit, tourne autour de l'intérêt exclusif de l'étudiant. Notre plus grande fierté, c'est de voir, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est de voir l'étudiant exceller là où il se trouve, au niveau du monde professionnel, au niveau du monde social. C'est que l'étudiant, n'est-ce pas, soit fier de nous. C'est ça notre objectif le plus important et nous sommes en train, avec l'aide de Dieu, de réussir ce challenge qui était très difficile parce que nous sommes dans un monde professionnel où il y avait de grandes écoles au départ, des écoles qui écrasaient pratiquement toutes les autres. Aujourd'hui, je pense que toutes ces écoles sont derrière, à tout point de vue, n'est-ce pas, en termes de qualité, de taux d'insertion professionnelle, n'est-ce pas, etc., etc. À tout point de vue, ces écoles, n'est-ce pas, sont... La dernière fois, quand mes étudiants ont battu l'UGB dans une compétition de plaidoirie, n'est-ce pas, au niveau national, en finale, j'étais très fier. C'était des étudiants de première année, deuxième année, qui ont battu des étudiants en master de grandes universités. De votre ancienne université. Oui, de mon ancienne université, je suis fier de l'UGB, mais je le suis plus de NSUP parce qu'aujourd'hui, NSUP montre la voie, le chemin à toutes les autres institutions d'enseignement supérieur. Maintenant, cela montre seulement une chose, qu'il y a de la qualité à l'université, au niveau d'NSUP Afrique. Maintenant, cette qualité, certains la limitent à certaines certifications, comme celle d'ANAQ-Sup ou bien celle du CAMES. La question qui ronronne légalement même au niveau de la bouche de beaucoup d'étudiants, c'est est-ce que NSUP Afrique dispose de ces qualifications-là pour pouvoir disposer de diplômes certifiés? C'est évident. Déjà, pour être une école qui dispense des cours, il faut avoir la reconnaissance de l'État. Ça, c'était le premier pas de NSUP et il fallait obtenir l'agrément de l'État. Voilà. L'agrément, c'est comme toutes les écoles de formation, un agrément provisoire, comme toutes les autres écoles de formation. Et l'État avait instauré une politique, n'est-ce pas, qui tendait à privatiser, à laisser une partie de l'enseignement supérieur au privé. Avec comme mission de les surveiller et de valider le contenu, le cadre, etc. Cette validation devait aboutir à un agrément définitif. Donc aucune école n'avait un agrément définitif. Les écoles n'avaient que des agréments provisoires. C'est avec la création de l'ANAQ-Sup, qui est une structure, un organe chargé de contrôler la qualité des écoles de formation, que finalement les écoles ont pu obtenir l'agrément définitif. NSUP fait partie des premières écoles, sinon la première, à obtenir l'agrément définitif de l'État à travers un audit de l'ANAQ, une certification de l'ANAQ, n'est-ce pas? Et ça s'est très bien passé et on a eu le certificat de Hormis cela, il y a la certification des programmes. Et ça aussi, c'est très difficile. Il y a même des universités, des programmes d'université qui ont été recalés. NSUP a eu l'agrément, n'est-ce pas, l'accréditation, on l'appelle accréditation de programme de l'ANAQ. Last but not least, parce que pour les étudiants, quand on parle d'accréditation, ils pensent CAMES. CAMES, ouais. C'est qui une erreur. C'est le nom.
Oui, c'est qui est une erreur. Parce que, pourquoi c'est une erreur? Parce que les écoles de formation sont orientées entreprises. Et ceux qui doivent certifier la qualité de la formation, c'est d'abord les entreprises. Le CAMES avait une mission universitaire au départ. C'est par la suite que ça a été dénaturé, réorienté, etc. Mais somme toute, le CAMES participe un peu à l'accréditation, à l'agrément. Et ENSUP, effectivement, depuis 2 ans, n'est-ce pas, à l'agrément du CAMES. Donc, aujourd'hui, ENSUP, plus que toutes les autres écoles, a tous les agréments, toutes les accréditations, toutes les reconnaissances possibles, imaginables pour une école de formation. Et nous avons aussi des partenariats, n'est-ce pas, de grandes universités, comme l'Université de Colorado et l'Université de MBS Paris, effectivement, qui nous permettent effectivement de permettre à nos étudiants de continuer leur formation. Sur ce point-là, il y a aucun doute, et nous avons aussi des audits à venir dans quelques semaines, n'est-ce pas, pour élargir encore le spectre des accréditations. Maintenant, quand on sait que les étudiants peuvent être rassurés par rapport à l'accréditation, l'agrément CAMES ANAQ-Sup, la chose qui reste, c'est de savoir est-ce que le corps administratif est aussi de qualité. On les a vus quelquefois faire des séminaires ailleurs à l'intérieur du continent. Est-ce qu'ils sont capacités à pouvoir gérer 7000 étudiants et peut-on oser dire peut-être 10 000 étudiants à venir? Oui. C'est une excellente question, parce que les étudiants, souvent les étudiants se trompent sur la qualité, pas seulement des membres de l'administration, mais sur la qualité des professeurs. Déjà, pour eux, le meilleur professeur, c'est un professeur agrégé, super agrégé, etc. Voilà, qui est docteur en tel, docteur en tel, super docteur, super agrégé, etc. C'est bien d'avoir ces qualifications-là, c'est très bien. Mais il faut savoir que quand un professeur fait souvent des recherches, il le fait par rapport à ses préoccupations personnelles. Souvent, il fait des publications par rapport à ses préoccupations personnelles. Et souvent, il s'absente pendant des mois et des mois pour faire des recherches. Pour des recherches et avancer. C'est lui qui avance. Donc le meilleur professeur, ce n'est pas forcément celui qui délaisse les étudiants. C'est celui qui est disponible pour l'étudiant. C'est celui qui fait des recherches pour l'étudiant et avec les étudiants. Le meilleur professeur, certes, il peut avoir des qualifications, mais c'est aussi un professionnel. C'est celui qui a des compétences professionnelles et qui est en mesure d'expliquer aux étudiants des tâches qu'ils vont rencontrer, n'est-ce pas, en entreprise. De doter les étudiants d'outils dont ils auront besoin en entreprise. C'est ça le meilleur en fait, profil d'enseignants, en tout cas pour les écoles de formation. On pourrait dire que ENSUP n'en manque pas. Bien sûr, nous avons énormément de professionnels, et d'ailleurs nous avons même des professeurs qui recrutent parmi nos étudiants. Donc le profil du professeur, le profil de l'enseignant qui doit être recherché, c'est l'enseignant, certes, qui a des capacités, qui a des qualifications académiques, qui a beaucoup d'expérience pédagogique, ça c'est évident, parce que l'enseignement c'est un art, c'est un savoir-faire. Il ne s'agit pas de venir raconter sa vie, raconter son histoire, non. Et la connaissance, c'est un bloc, c'est du roc qu'il faut transmettre à l'étudiant, et quelquefois le processus est très douloureux. Donc il faut être un pédagogue pour pouvoir le faire. Ça, c'est la deuxième qualité. Là, c'est le professeur Mbaye qui parle. Oui, il faut être un pédagogue, mais aussi, il ne faut pas dispenser des enseignements, des cours théoriques aériens. Non, il faut dispenser des cours, des enseignements sur un savoir utile en entreprise pour que l'étudiant soit opérationnel juste après la formation. Et surtout. Donc le profil du professeur a changé. Parce qu'avant, l'université formait des cadres pour l'administration. Aujourd'hui, on forme des cadres pour les entreprises. Donc, il faut que les profils changent. Je ne peux pas imaginer un professeur qui parle de la comptabilité, qui parle de l'audit, qui n'a jamais fait de comptabilité d'entreprise, d'audit d'entreprise, qui enseigne de transport logistique, qui n'a jamais pratiqué en entreprise. Ça, c'est inimaginable. Donc, le profil a changé. De même, l'administration, et ça, c'est très important, les étudiants se trompent. Ils pensent que le meilleur agent administratif, c'est celui qui est toujours en costume, cravate, qui étale ses diplômes, etc. Non. Nous avons réussi ici au niveau de ENSUP en faire en sorte que 70% des membres du personnel soient des jeunes. Pourquoi? Parce que la jeunesse a des compétences, des qualités, et surtout des anciens étudiants de ENSUP et d'actuels étudiants de ENSUP. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du savoir
dont l'étudiant a besoin pour être opérationnel, c'est en entreprise qu'il l'acquiert. Ce n'est pas en dehors de l'entreprise. C'est pourquoi on insiste durant la formation à ces capacités-là, le savoir acquérir de nouvelles connaissances. Et ça, c'est très important. Et seul le jeune est en mesure de s'adapter rapidement. Parce que l'environnement de l'entreprise, aussi bien interne qu'externe, change très rapidement. Et donc le jeune est en mesure de s'adapter à ces changements très très rapides. Donc les entreprises qui se développent, les entreprises qui arrivent à faire des chiffres d'affaires, les entreprises qui arrivent à être au sommet, c'est des entreprises qui recrutent beaucoup de jeunes. Les jeunes ont des qualités que l'adulte n'a pas. La première de ces qualités, c'est sa force, son énergie, sa capacité d'adaptation, son intelligence, l'intelligence de la situation, sa créativité, parce que c'est l'innovation. C'est pourquoi au niveau de ENSUP, nous avons beaucoup de jeunes qui participent à l'évolution, à la créativité. C'est vrai qu'ils font des erreurs comme tous les jeunes, mais de ces erreurs-là naissent des idées de génie. Et ce qui est important aussi dans la qualité du personnel administratif, c'est savoir écouter l'étudiant, parce qu'on est au service de l'étudiant. Donc tout tourne autour de l'étudiant. Donc écoutez, quelquefois c'est l'étudiant lui-même qui fait des propositions, parce que c'est un adulte accompli. Donc ces jeunes-là qui tournent autour des étudiants ont des capacités d'adaptation, développent des expertises en rien de temps, n'est-ce pas, ils émerveillent. Et vous les mettez à côté de grandes personnes, n'est-ce pas, dans d'autres institutions, ils ne sont pas ridicules, au contraire. Et souvent, ils arrivent à trouver très rapidement du travail ailleurs au bout de 6 mois, 1 an, tellement ils ont de l'expérience. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que certes, nous avons un personnel administratif très jeune, mais c'est cette jeunesse-là qui explique que l'employé puisse venir à 8h moins, être dans les salles de classe, courir entre les campus, n'est-ce pas? À 22h, 21h, il est encore là. Le samedi, vous l'appelez, n'est-ce pas? Il court, n'est-ce pas? L'étudiant l'appelle, etc. Et surtout, il a le même langage que l'étudiant. Il peut le comprendre, n'est-ce pas? Il peut comprendre et surtout, il a été dans la même situation que les étudiants. Donc, je pense que c'est important que les étudiants comprennent que le profil de l'agent administratif, le meilleur profil, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est toujours en costume, cravate, qui est là. La classique, quoi. Non, c'est pas ça. Le profil a beaucoup changé. Et vous voyez aussi dans les banques, même le profil des dirigeants ont changé. Maintenant, ils ne sont plus en costume, cravate. Ils sont sur le terrain, n'est-ce pas, en train de courir derrière les clients, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. D'accord. La proximité est quelque chose d'essentiel. Oui, essentiel. Maintenant, directeur, le dernier point, le nouveau-né. Oui. Berkeley, le nouveau lycée bilingue. Oui. On pourrait dire que ENSUP se porte bien si de ses entrailles sort Berkeley. Oui, ça c'est une suite logique. Et Berkeley, c'est une suite logique de la vision de ENSUP. Parce que c'est vrai, il y a une certaine massification. C'est vrai qu'il y a la recherche de l'excellence. Mais de plus en plus, on doit aller vers la sélection à l'entrée. Parce qu'il nous arrive de plus en plus, de façon systématique et voire automatique, des élèves du lycée qui n'ont pas le niveau. De deux choses d'une, soit on les accepte et on augmente le temps de formation, l'énergie qu'on doit mettre sur eux, soit on participe, nous participons nous-mêmes à la formation de ces inputs. Et le monde a changé, malheureusement, les concepts, les paradigmes anciens n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Le contenu de cours reste à désirer. Le profil des enseignants, voilà, etc. Les compétences à acquérir, le curricula des élèves, tout cela, le système éducatif, ça n'a pas changé, alors que le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, la plupart des étudiants, après leur formation, soit ils travaillent dans les grandes entreprises. Je prends l'exemple de celle qui vient de sortir, et certainement qui va dans quelques jours travailler à l'ONU. Toute la conférence, elle l'a faite en anglais. Toute la conférence, elle a parlé anglais avec ses pairs. Elle a dirigé des workshops en anglais. Donc, comment on peut être performant dans une grande entreprise, dans une grande institution, si on ne maîtrise pas l'anglais? Et l'anglais, c'est pas avec 2 heures de cours, 4 heures de cours par semaine qu'on va maîtriser cette langue. Soyons sérieux. Et pour maîtriser cette langue, il faut, dès le bas âge, au niveau du cursus, au niveau du lycée, voilà, que l'élève sorte avec un excellent niveau en anglais, qu'il puisse comprendre, discuter en anglais, recevoir des cours en anglais. Et le programme aussi
c'est un programme qui ne met pas le focus sur les sciences. Les élèves n'arrivent pas à maîtriser les sciences, surtout les mathématiques. Aujourd'hui, on ne peut pas être un brillant élève, n'est-ce pas, aspirer à embrasser certains métiers si on ne maîtrise pas les sciences. Donc, Berkeley fait partie du maillon de la chaîne qui manque, et il y en a d'autres encore, et qu'on veut combler. Il y a un vide qu'on veut combler. Donc, Berkeley, c'est un lycée d'excellence dans tous les sens du terme. Pas plus de 15 élèves dans une salle, pas plus de 15 élèves. Des cours très renforcés en mathématiques, des cours qui sont reçus, je ne parle pas des cours d'anglais, des cours qui sont reçus en anglais, SVT en anglais, histoire en anglais, mathématiques en anglais. Il y a beaucoup de cours qui sont en anglais, etc., etc. Il y a énormément de modules, parce qu'on a parlé de créativité, l'esprit d'innovation chez les jeunes. Mais je pense même à 22 ans, 23 ans, quelque part, il est un peu tard. Donc cette créativité-là, cet esprit d'initiative, ce leadership-là, c'est dès le bas âge, n'est-ce pas, qu'il faut les inculquer aux enfants, aux jeunes. Donc cette culture de l'excellence, vous voulez la démarrer voilà, dès le secondaire, dès la classe de 6e, 5e. Donc ils font des parcours initiatiques où ils vont voir tout le Sénégal, les sites historiques, avoir beaucoup de culture. La culture générale, c'est très important pour la réussite. Donc beaucoup de culture générale, beaucoup d'anglais, beaucoup de mathématiques, beaucoup de sciences et un encadrement très très rapproché. Et ça c'est très coûteux. C'est très coûteux pour ENSUP parce que c'est ENSUP qui supporte. C'est très coûteux comme projet, mais on est prêt à faire le sacrifice. Ces sacrifices-là qu'on est en train de faire pour ENSUP, c'est ce même sacrifice qu'on va faire, n'est-ce pas, pour participer à l'effort d'éducation. Parce que c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais il faut aussi que le privé, n'est-ce pas, entre dans le danse, joue son rôle, n'est-ce pas, joue son rôle comment? En corrigeant d'abord le problème de vision, les dysfonctionnements. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le lycée. On est très fiers du lycée. Et je suis presque sûr que mes enfants vont vous donner le pion en anglais. Et si vous mettiez à discuter avec eux. Not so shy. We will try to be at the right place. Yes. Alors, directeur, on arrive à la fin de cette émission. Oui, et nous avons eu le plaisir que vous nous accueilliez dans ce somptueux siège que vous avez construit. Un dernier mot pour vos étudiants, les internautes d'ENSUP Média TV et à la classe estudiantine qui vous écoute attentivement. Oui, je pense que le dernier mot sera, je vais reprendre le premier. D'abord, vous remercier parce que ceux qui vous suivent, les internautes vous suivent, font cette confusion pensant que ENSUP Média, c'est le directeur qui est derrière. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment une initiative des étudiants et je ne peux cesser de vous féliciter d'abord. Et si ENSUP a pu placer, comme je l'ai dit au départ, beaucoup de cadres, n'est-ce pas, des journalistes cadres de haut niveau, c'est parce que aussi ils sont passés entre vos mains. Et dès les premiers jours, j'avais écouté les reportages audio que les étudiants faisaient. J'étais déjà très fier. Je me disais à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans, que ces reportages que j'écoutais étaient de haute facture, plus relevés même que ce que j'avais l'habitude d'entendre dans les radios. Et donc j'étais déjà très très confiant et ça c'est votre initiative, c'est votre œuvre, les publications que vous faites, les challenges que vous organisez et tout cela c'est votre initiative et soyez-en remerciés au nom de ENSUP, au nom de toutes les écoles et au nom de tous les étudiants parce que vous travaillez pour ce que je dirais aux étudiants et aux internautes qui vous suivent, c'est de comprendre des choses qui sont essentielles, qu'ils ne sont plus au lycée. La façon d'apprendre, d'étudier au lycée ne peut pas être la même que celle au niveau de l'université. Au niveau de l'université, le pourcentage d'accompagnement va diminuer impérativement. L'étudiant doit remplir tous ces vides-là et s'auto-former. La formation, c'est l'auto-formation d'abord. Learning by doing. Learning by doing. Pas seulement learning by doing, la pratique, elle est importante, la pratique. Il faut faire beaucoup de pratique, il faut prendre des initiatives. Mais il faut se dire que c'est très facile d'apporter des critiques aux professeurs, mais c'est plus difficile de construire, de s'engager, de se responsabiliser. Je pense que c'est très important. À l'université, les étudiants doivent beaucoup lire. Les étudiants doivent beaucoup produire,
par eux-mêmes. Les étudiants doivent beaucoup, disons, s'ouvrir, être dans la créativité. Je pense que ça, c'est très, très important. Et si vraiment j'ai un message à leur donner, c'est celui-là, de savoir qu'ils sont des étudiants, qui doivent être de plus en plus des acteurs, des responsables, non seulement de leur formation, mais de leur réussite professionnelle et sociale. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Chers internautes et fidèles à NSUP Média TV, comme le professeur et directeur d'NSUP Afrique l'a dit, soyons des acteurs de notre vie, acteurs de notre réussite, et soyons aussi de fidèles, et très fidèles même, étudiants d'NSUP Afrique. Merci et à bientôt. Merci bien.